Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 18 août. En Turquie, le bilan s'alourdit. Il y aurait ce soir près de 4000 morts et 17 000 blessés. Des chiffres provisoires alors que les secours sont encore très insuffisants dans cette région extrêmement peuplée. Après le désespoir, c'est la colère qui domine. La Société Générale refuse toujours toute idée de rapprochement avec la BNP. Dans ce journal, son président Daniel Bouton nous expliquera pourquoi il refuse le mariage. Trop d'élevage de poulets en France. La France connaît à son tour une surproduction d'après un rapport du ministère. Il faudrait fermer 600 exploitations. Marlène Othé, une des grandes figures de l'athlétisme mondial contrôlée positive. La Jamaïcaine annule sa participation au championnat du monde d'athlétisme de Séville. En Turquie, les dégâts causés par le séisme sont extrêmement difficiles à évaluer. Dans des zones entières, les secours ne sont toujours pas arrivés et ce sont la plupart du temps les habitants des quartiers qui fouillent à main nue les décombres. Pour l'heure, on estime à près de 4000 le nombre de morts, 17 000 le nombre de blessés. Ces chiffres sont évidemment provisoires puisqu'on ne sait pas combien de personnes sont encore sous les décombres. Je vous rappelle que ce tremblement de terre qui a duré 45 secondes a frappé la zone industrielle d'Izmit à 150 km à l'est d'Istanbul. Un séisme très violent, plus de 7,5% sur l'échelle de Richter, qui a eu lieu il y a maintenant près de 40 heures. C'est dire le calvaire que vivent ceux qui sont toujours prisonniers des amas de pierre et de ferraille. Dans ces circonstances, chaque minute compte pour sauver des vies. Voyez ce reportage de nos envoyés spéciaux, Claude Sampère et Philippe Jasselin. Elle a fait plus de 1300 km pour retrouver sa belle-fille et ses deux petits-enfants. Nous l'avons aperçue en fin d'après-midi assise devant ses décombres au centre-ville d'Izmit. Sa famille est quelque part sous les débris. Personne ne nous aide, se plaint-elle. Le gouvernement ne fait rien. On est seul. Au milieu des gravats, quelques amis essayent de l'aider, comme ils peuvent. Ça fait 2 jours que l'on essaye de les dégager. Mais avec nos mains, qu'est-ce qu'on peut faire? Un peu plus loin, dans un quartier au bord de mer, une dizaine d'immeubles très endommagés. Ils comptaient 8 étages avant la catastrophe. On a l'impression aujourd'hui qu'ils en ont 4. Là aussi, quelques bénévoles savent faire, impuissants. Et là aussi, la même colère. Il nous manque de l'aide. Que fait le gouvernement? Les gens se débrouillent avec rien. Regardez là-bas, il y avait une vingtaine de familles. Et où sont les secouristes pour les chercher? La nuit dernière, en essayant de rallier Istanbul à Izmit, nous avions été frappés par ce chaos, des milliers de gens qui quittaient la zone du drame, poussés par la peur, et au milieu de cette foule des secours complètement dépassés. Des blessés que l'on dépose à la hâte dans la cour de l'hôpital. Seuls les plus gravement touchés sont traités et les autres doivent attendre. À 20 km de l'hôpital central d'Izmit, symbole de cet immense chaos, la première raffinerie de pétrole du pays en feu. Les autorités n'ont pas les moyens de faire face, elles préfèrent laisser brûler. Dès ce matin, dans plusieurs quartiers de la ville, des moyens lourds de déblaiement sont entrés en action. Comme s'il n'y avait plus un seul souffle d'espoir. Tout à l'heure, nous avons croisé une petite équipe de secouristes allemands, avec des moyens modernes de détection des survivants. Ils ont dû patienter plus de 15 minutes pour obtenir le silence afin d'entendre un éventuel rescapé. Ils avaient l'air bien seuls, ces secouristes allemands, dans une ville déjà envahie par les pelleteuses. Alors Claude Sampère vient de nous le dire, avec l'effroi et le désespoir, c'est aussi la colère. Les Turcs se désespèrent de la faiblesse des moyens mis en place face à l'ampleur de la catastrophe. Et si la solidarité est réelle, si les sauveteurs improvisés font de leur mieux, c'est nettement insuffisant. À Izmit, Patrick Fandiot et Pierre Moscovitch ont suivi une scène, hélas, ordinaire dans les rues aujourd'hui. Voyez le reportage. Les pelles, les marteaux, les mains,
Mètre cube par mètre cube, ils dégagent la voie. Ce sont des voisins qui viennent en aide à d'autres voisins, coincés sous ces blocs de béton depuis que la terre a tremblé, depuis plus de 36 heures. Les familles attendent sans trop y croire. L'affreux pressentiment se confirme quelques instants plus tard. La petite fille n'aura pas survécu au redoutable piège. Le petit garçon, lui, est un miraculé. Il sort en état de choc, mais vivant. Des examens médicaux l'attendent. S'ils ont sauvé une vie et s'ils en sauvent encore, c'est peut-être aussi grâce à eux. Ces chiens et leurs maîtres secouristes autrichiens, les premiers à être arrivés. Ce matin, on a sorti une femme vivante sur un autre lieu. Et ici, d'après les voix que nous avons entendues, il y a 4 personnes vivantes dans les décombres. Dans ce quartier dévasté au cœur de l'épicentre du séisme, les premières opérations de recherche ont respecté la même cadence. Déblayer, balayer, ne laisser aucun endroit où la pelle ne passe et repasse. La plupart des engins qui servent à la recherche des corps depuis ce matin ont été loués par les autorités turques et mis à la disposition des familles. Un geste apprécié ici, même si certains critiquent la lenteur avec laquelle les opérations de secours s'organisent. Un peu plus au sud, la ville de Golchuk, on estime à près de 12 000 le nombre de personnes qui seraient toujours sous les décombres. Sans aucune aide, une population livrée à elle-même, sans secours. L'aide étrangère n'est toujours pas arrivée. Et pourtant, il y a une importante base militaire, mais les soldats turcs semblent essentiellement préoccupés de leurs propres installations. Olivier Karoff. Cette femme ne sait même plus ce qu'elle doit attendre. Sous les décombres de son immeuble, il y a sans doute des voisins, des amis, mais personne ou presque pour les secourir. À Golchuk, 12 000 personnes sont toujours prisonnières de ces amas de béton, de ferraille. Un habitant sur 10 porté disparu. Sur les ruines, pas de secouristes. Dans cette ville, normalement, il y a plein de militaires. On est au cœur de l'armée turque. Mais il n'y a pas un soldat pour aider les gens. Derrière moi, il y a une personne enfouie et je ne sais pas quoi faire. Les militaires, il faut un hélicoptère pour les trouver. Pas dans ces zones résidentielles que le séisme a pratiquement rasées, mais à quelques dizaines de mètres de là. Ce bâtiment, c'est le quartier général de la base de Golchuk. Des dizaines de soldats participent aux recherches. Dans le centre-ville, pourtant un uniforme, mais c'est pour protéger ces bulldozers dont on ignore la destination exacte. Certains des habitants pensent savoir qui aura droit au secours. Personne n'intervient sur les ruines. Seuls ceux qui connaissent les bonnes personnes ou qui ont des moyens arrivent à faire venir un engin pour essayer de faire quelque chose. Du front de mer, on aperçoit Izmit, incendié mais secouru par l'aide internationale. Ici, le tremblement de terre a provoqué un raz-de-marée et même à cela, les habitants de Golchuk se sont résignés. Et nous retrouvons en direct de Izmit Claude Sampère. Claude, bonjour. La presse turque ce matin est, semble-t-il, critique et après l'effroi, c'est la colère qui domine. Effectivement, la presse turque ce matin est extrêmement sévère. Vous savez, tous les gens que l'on interroge ici nous racontent qu'ils ont l'impression que les autorités turques n'ont pas déclenché un plan de secours à la hauteur, à la mesure de l'événement. Et vous savez, quand on rencontre tout au long de la journée ces personnes qui sont là devant leur immeuble, complètement effondrés, dans lesquels se trouvent parfois des membres de leur famille, et que sur ces immeubles on ne voit aucun secouriste, on peut comprendre ces critiques qui s'élèvent assez vite contre les secours, contre ce chaos, contre cette inorganisation, contre cette lenteur. Tous les gens que l'on interroge, ils nous disent, mais attendez, la Turquie a l'habitude d'être frappée par des tremblements de terre. Depuis 1991, il y en a eu 5 ici.
En 92, le plus terrible, à Erzincan, il y avait eu près de 800 morts. Alors les gens nous disent, qu'est-ce qu'on a fait depuis? Pourquoi est-ce qu'on en est toujours là, avec des pelles, des pioches, et avec des pelleteuses qui ont tendance, c'est vrai, il faut le dire, à rentrer un peu vite en action. Mais on l'a bien vu, Claude, dans votre reportage, les communications sont extrêmement difficiles aussi. La zone est très peuplée, ça ne facilite pas la coordination des secours, sans doute. C'est vrai, pour être tout à fait honnête, il y a deux faits majeurs qui expliquent la difficulté à traiter ce tremblement de terre. Un, il touche une zone très peuplée, vous l'avez dit. Et le deuxième fait majeur, c'est que ce tremblement de terre a touché une zone extrêmement large. D'Istanbul à Izmit, où nous nous trouvons actuellement, il y a à peu près 150 km et plusieurs villes. Alors les secours, ils ne peuvent pas être partout au même moment. Vous savez, peu à peu, ils essayent de s'organiser et de régler les problèmes les uns après les autres. Cet après-midi à Izmit, nous avons vécu plusieurs événements importants. Et il y a eu quelques distributions de pain, quelques distributions d'eau. Et vous pouvez le voir à l'heure actuelle, l'électricité est revenue. Et un habitant nous a dit tout à l'heure, c'est la seule bonne nouvelle de la journée. Merci beaucoup, Claude, pour ce témoignage. De l'autre côté du Bosphore, Istanbul, la plus grande ville de Turquie, avec plus de 10 millions d'habitants. De nombreux immeubles ont été détruits. Beaucoup d'habitants vont passer une deuxième nuit dehors, dans les parcs ou dans les rues, autant parce qu'ils n'ont plus de maison que parce qu'ils redoutent les répliques. Près de 300. Les répliques, ce sont des petits tremblements de terre qui suivent la secousse initiale et qui traumatisent les survivants. La peur, donc, et aussi le désespoir des familles qui commencent à compter leurs morts. Commentaire Valérie Hermite. On ne sait rien d'elle, mais son visage symbolise à lui seul le drame que vit la Turquie. Dans cette école d'Istanbul, transformée en centre de crise, de longues listes sont affichées. Ce sont celles des morts. Les Stambouliotes s'y pressent par centaines, terrorisés. Ils sont tous originaires du même endroit. Le transport des corps s'organise tant bien que mal. Ce sont les camions frigorifiques, habituellement réservés à la viande, qui servent à amener les cadavres. Des corps parfois accompagnés par un membre de la famille, jusqu'à leur dernière demeure. Par quarts entiers, ils arrivent, puis repartent après avoir consulté les listes. La nuit est retombée sur Istanbul. Et comme hier, les plus démunis se sont installés dans les parcs ou sur les places publiques. Seuls endroits à peu près sûrs. Nous avons acheté notre appartement il y a 3 mois. Mon mari gagne 900 francs par mois. Il a été licencié il y a 2 jours. Nous sommes ruinés. La seule chose que nous voulons de l'État, c'est qu'il fasse pression sur ceux qui construisent des immeubles. C'est parce qu'ils ont volé, magouillé avec le ciment, magouillé avec le béton que tout cela est arrivé. Ils vont tenter de dormir avec le désespoir, la rage, la peur d'une nouvelle secousse et le cri strident des ambulances dans la nuit. Toujours à côté de l'épicentre, la ville de Adapazarı, elle aussi durement touchée. Et les habitants du quartier, avec les moyens du bord, tentent de porter secours aux survivants, parfois sans grand espoir. Le commentaire de Stéphane Auman. Mon ami travaillait dans cette pâtisserie. Elle était ouverte la nuit. Oui, 24 heures sur 24. On entend encore les voix de 4 personnes. On entend encore des voix en dessous. Oui, mais personne ne fait rien pour les sauver. Dans l'attente des secours, la voix humaine est souvent le dernier lien avec les rescapés du dessous. Au milieu des gravats, on assiste alors à des dialogues d'outre-tombe. Comment tu t'appelles? Murat, Dans quel état es-tu, Murat? je ne peux pas bouger. Il y a quelqu'un d'autre avec toi? Non, Tu as mal où? au pied. Au pied et à tout le bas du corps. Murat, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Ali, papa, Mon fils, sois patient, s'il te plaît. papa, j'ai mal. J'ai mal. J'ai vraiment mal, papa. Murat, tu saignes? Oui, j'ai du sang sur les coudes. Aidez-moi. Sortez-moi de toute cette ferraille, s'il vous plaît. La ville d'Adapazarı n'est située qu'à quelques kilomètres de l'épicentre du séisme. Mais les militaires mobilisés semblent étrangement apathiques.
Rien n'a été déblayé, regardez-les. Ils jettent quelques briques, c'est tout. Messieurs, ça ne sert à rien de regarder. Il faut qu'on y aille tous. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Depuis 5 heures, on demande un chalumeau pour couper le béton. On n'a même pas un chalumeau. On ne peut rien faire. Par manque de tout, les habitants d'Adapasari semblent comme résignés. Résignés à entendre mourir sous les gravats les voix de leurs proches. La France a envoyé aujourd'hui une deuxième équipe de secours de la sécurité civile. Celle qui est partie hier s'est mise au travail dès son arrivée cette nuit. Sur place, ils ont pu sauver 3 personnes, dont 2 fillettes, dans la ville de Yalova. Cet après-midi, ils ont réussi à extraire des décombres un homme de 57 ans grièvement blessé. Voyez les premières images de leurs interventions avec ce reportage de Olivier Théron et Virgile Lado qui accompagnent les équipes françaises de la sécurité civile. Il a beau être 2 h du matin, Yalova ne dort pas. Depuis la nuit de lundi, Yalova ne dort plus. Les hommes de la sécurité civile n'ont pas eu le temps de s'installer, qu'ils sont déjà entourés par les habitants. L'urgence. Ils sont venus pour sauver des vies. Chacun a cru entendre, dans les profondeurs du fatras de béton qu'est devenu sa maison, le cri d'un rescapé, le soupir d'un proche. Premièrement, donc repérer les chantiers. Ensuite, exactement la localiser, puisque là on l'a détecté, c'est bien, mais on va localiser précisément l'endroit. Et ensuite, avec nos matériels de perçage et de tronçonnage, on va essayer de rejoindre les victimes et les évacuer. Après déjà plus de 25 heures d'attente, il faut attendre encore. Les sapeurs du génie se répartissent les voix entendues, et quand le souffle devient trop lointain, ils tentent une réanimation par le son. Appel ! Une sorte de stéthoscope géant est installé et un toc-toc de théâtre tente de garder la personne éveillée et surtout de la localiser précisément pour commencer le déblayage. Souvent, c'est déjà trop tard. Et la vie n'a pas de prix. Une vie déjà, rien que en sauvant une vie aujourd'hui déjà, ce matin, je peux vous dire que comment ça requinque le moral des gens et automatiquement je peux vous dire que comment les gens sont de plus en plus aux ardeurs au travail. Et ça c'est clair, on est motivé. Au matin, avec le jour, les sapeurs ont vu le quartier. Ces immeubles déformés, ces tas de béton et cette certitude. Dans chaque maison, il y a des victimes, mais il y a peut-être encore la place entre le béton pour réaliser des miracles. En France, la communauté turque, sous le choc, vit au rythme des informations qui lui parviennent. Chacun s'efforce de joindre ses proches avec beaucoup de difficultés. Les communications sont très difficiles. Stéphane Bretner et Vincent Bouffartic se sont rendus à Paris, dans le 10e arrondissement, le quartier turc de la ville. Les familles dénoncent la mauvaise qualité des constructions qui se sont effondrées comme des châteaux de cartes. C'est l'heure du thé et de la partie de cartes. Dans ce café du quartier, les habitudes n'ont pas changé, mais aujourd'hui le cœur n'y est pas. La télévision turque est allumée en permanence. On écoute les nouvelles du pays, à défaut d'avoir celles de la famille. Hier, on a essayé 2-3 fois. J'arrive pas à contacter avec eux. Ni portable, ni normal téléphone, ça marche pas. Toujours occupé. Après, on a contacté avec un autre ami qui habite tellement loin des tremblements de terre. Mais on dit, il faut que tu prends un taxi, tu vas voir là-bas. Il est allé à l'hôpital, il va trouver qu'il est blessé. Mais l'autre, on n'en sait pas encore. Passé le choc d'hier, on s'interroge. Comme le gros titre de ce quotidien turc sans appel, Assassin. Mis en cause, les architectes dont les bâtiments n'ont pas résisté. Sarioglu connaît bien le problème. Pendant des années, il a participé à des constructions à Istanbul. Le bilan dramatique ne l'étonne pas. Ils n'ont pas réussi à contrôler les constructions. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à la télé, bon, moi je connais un peu comment les constructions. Ils ont le plafond, entre chaque étage qui fait ça, vous avez des murs qui sont en briques. À la moindre secousse, les murs partent et ça fait un château de cartes. Tout tombe comme ça. Déjà, ils ont payé pour avoir leur appartement et maintenant ils vont payer de leur vie parce qu'ils habitent dedans. Il n'y a pas de contrôle derrière. Sans nouvelles de leurs proches, certains Turcs du quartier n'ont pas hésité à partir. Ils ont pris le premier avion pour Istanbul. Le ministre français des Affaires étrangères a indiqué qu'une Française blessée dans le tremblement de terre allait être rapatriée. Et les premiers vacanciers qui rentraient de Turquie aujourd'hui étaient encore sous le coup de l'émotion à leur arrivée à Orly. Reportage de Fanny Auvergne et Pascal Caron. Cela fait 2 jours que Servette attend ce moment. 2 jours sans nouvelles de sa sœur Asline, partie en Turquie voir la famille.
Aujourd'hui, enfin, c'est le retour, à bord d'un des premiers avions à avoir quitté Istanbul depuis la catastrophe. On est inquiété aussi, on a appelé sans arrêt depuis lundi soir, mardi soir, sans arrêt, on n'en a pas reçu de coup de fil. Et c'est elle qui nous a appelé, quoi. On a eu des nouvelles hier soir et elle rentre aujourd'hui. Asline était à Istanbul la nuit du tremblement de terre. Tout de suite, elle a su réagir. Il était 3 h du matin. On est sorti vite fait et puis on est resté pendant 2 jours dans la rue. Les maisons encore debout sont dangereuses. Zulila et sa fille de 3 mois ont elles aussi passé 2 jours dehors. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai dit, mon mari, qu'est-ce qu'il y a, Octave? Il m'a dit, je pense que c'est un tremblement de terre, vite, lève-toi, enseignant en bas d'une porte, parce qu'ils disent qu'il faut se mettre souvent en bas d'une porte, c'est plus solide. J'ai prié. Elle n'a pas pleuré, elle n'a rien fait. Certains vont repartir chez eux rassurés. Pour d'autres, sans nouvelles, l'attente anxieuse continue. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette catastrophe. Et si vous voulez venir en aide aux différentes organisations qui interviennent en Turquie, vous trouverez sur le Minitel 3615 code France 2 ou sur notre site internet www.france2.fr la liste des organisations humanitaires où vous pourrez adresser vos dons. Les salariés du secteur bancaire s'inquiètent de la tournure de la guerre des banques qui dure maintenant depuis 5 mois. Ils ont écrit aujourd'hui à Dominique Strauss-Kahn et à Lionel Jospin. Le mariage à 3 entre la BNP Paribas et la Société Générale constituerait en effet un groupe de 135 000 salariés, beaucoup de monde donc concernés. Florence Griffon et Alexis Delcourt sont allés constater sur place l'inquiétude et parfois la crainte des employés. Si la Société Générale perd son indépendance, les salariés savent qu'ils seront les premières victimes de la fusion. Rassembler de réseaux implique des doublons et même si leur banque reste indépendante, les syndicats redoutent des licenciements. Il y a des craintes puisque le message du président d'hier disait que la BNP n'avait pas réussi son OPE sur la Société Générale et qu'il y aurait d'importants chantiers sociaux qui allaient se mettre en place et que aussi la réduction des coûts et des frais généraux devrait continuer. Donc nous on sait ce que ça veut dire, la réduction des coûts et des frais généraux, c'est souvent des suppressions d'emplois. Ici, on se souvient encore du plan social de 1993. La même année, la Société Générale annonçait des bénéfices et 1000 suppressions d'emplois. À la BNP, les effectifs ont été réduits plus en douceur. Mais le projet de mégabanque supprimerait 1500 emplois par an pendant 4 ans. Aujourd'hui, nous avons un engagement de Michel Pébro, président de la BNP, de ne pas faire de licenciements secs, c'est-à-dire de faire des départs volontaires. Ces départs volontaires, nous serons derrière lui pour, très clairement, regarder s'il tient ses engagements. Déjà, les délégués impriment de nouveaux tracts pour que les promesses de leur patron soient tenues. Toutes banques confondues, les syndicats ont également écrit à Dominique Strauss-Kahn pour lui faire part de leur inquiétude. Ils ont compris que le sort des banques françaises est aux mains des politiques. Alors dans ce journal, il y a 48 heures, le président de la BNP, Michel Pébro, lançait un appel à son homologue, Daniel Bouton, qui est notre invité ce soir, le président de la Société Générale. Bonsoir. Bonsoir. Avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter ce qu'a dit Monsieur Pébro il y a 48 heures. Je dis à Daniel Bouton, écoute, Daniel, vous savez, c'est un ami, Daniel. Je lui dis, écoute, tu exagères un petit peu, quoi. Nous sommes maintenant dans une situation dans laquelle les actionnaires se sont décidés. Il est temps qu'on se mette tranquillement autour d'une table et qu'on voit de quelle façon on peut assurer la réalisation de ce grand projet pour l'industrie bancaire européenne qui est SBP. Alors, la parole est à vous, si je puis dire maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre Avant de répondre à Michel Pébro, juste un point. Nous avons une banque à Istanbul, nous avons des clients à Istanbul, nous avons des collaborateurs, nous avons des amis. Et je suis complètement bouleversé par le reportage que vous nous avez montré. Quant aux affaires bancaires françaises, je lui répondrai sur le même ton. Michel, tu exagères. Tu as gagné BNP Paribas, ça va être une formidable banque. Pourquoi est-ce que tu veux en plus construire la méga banque avec la Société Générale? Les 2/3 des actionnaires de la Société Générale ont voté non à ta proposition. Pourquoi voudrais-tu imposer à toute force un projet dont les actionnaires, les personnels ne veulent pas? Alors Michel Pébro dit, lui, qu'il a suffisamment d'actions pour obtenir le contrôle de la Société Générale. Il affirme qu'il pourrait détenir 39% du capital.
Ça, c'est une arithmétique tout à fait extraordinaire. Il a obtenu 31,5% des droits de vote. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Non, parce que les décisions se prennent avec des droits de vote dans une assemblée comme dans une démocratie. Et effectivement, il essaye d'expliquer, d'imposer que les 31,5 vont imposer leur volonté aux 68%. Ça me rappelle une célèbre phrase. Quand le peuple a mal voté, il faut changer le peuple. C'est une assez bonne idée de Brecht. Mais aujourd'hui, vous ne vous sentez pas un petit peu isolé dans votre refus? On dit beaucoup que les pouvoirs publics verraient d'un assez bon œil ce mariage à trois. Et que... Isolé avec 58 000 collaborateurs qui sont complètement soudés, qui ont fait un boulot absolument formidable, avec 5 millions de clients qui sont fidèles et qui sont contents, et j'espère bien qu'il y en aura d'autres après cette émission, isolé alors que les 2/3 des actionnaires ont voté contre la proposition de la BNP. Je ne suis pas du tout seul. Mais c'est quoi votre projet aujourd'hui? Parce qu'on avait bien compris la logique du rapprochement Société Générale Paribas. Bon, ça finit. Vous allez rester tout seul? Vous allez trouver un autre partenaire? Françoise Laborde, est-ce que vous savez que Société Générale, c'est une des plus grandes banques européennes, une des plus belles présentes dans la plupart des métiers internationaux de financement des entreprises, des activités de marché, de toutes les activités qui font l'euro. Si demain, comme je l'espère, les autorités de régulation s'inclinent devant le vote des actionnaires de la Société Générale, Société Générale, ce sera une formidable banque française à Paris, avec de multiples développements européens. Et quelques partenaires européens. Et bien sûr des partenaires. Ça, c'est pas un souci. Oh, pas du tout. Et vous croyez qu'on peut pouvoir faire l'Europe en restant isolé sur notre territoire? Bien sûr qu'il nous faut des alliances et des partenariats. Mais il y a déjà des contacts qui ont été établis avec d'autres... Oui, depuis 2-3 ans. Pour une banque française ayant son siège à Paris, contrôlée par des Français. Merci beaucoup Daniel Bouton d'être venu nous voir ce soir. Bonne soirée. Merci. En France, le marché du poulet connaît une crise de surproduction. Selon un rapport commandé par le ministère de l'Agriculture, il faudrait fermer au moins 600 exploitations sur 1500 pour assainir la situation. Les producteurs, évidemment, sont inquiets et les consommateurs, eux, continuent de bouder les rayons volailles depuis le scandale de la dioxine. Émilie Lançon et Jacques Gérard. Acheter du poulet, c'est devenu toute une histoire. Et nombreux sont ceux qui regardent de près les étiquettes. Pas pour le prix, non, plutôt bon marché. Mais le scandale de la dioxine a rendu les consommateurs vigilants. En général, quand j'achète du poulet, j'achète un poulet qui est élevé biologiquement ou en plein air. Des poulets français qui sont élevés à la campagne. Toute personne qui est consciente fait attention à la qualité. Même si c'est une question de prix supérieur. Le prix. Si la France est le 4e producteur mondial de poulet, derrière les États-Unis, la Chine et le Brésil, c'est que beaucoup d'exploitations se sont lancées dans l'élevage intensif. Les poulets sont entassés les uns sur les autres et abattus dans des délais toujours plus courts, 40 jours contre 6 mois il y a 50 ans. Ces exploitations de masse sont évidemment celles qui sont le plus menacées par les suppressions aujourd'hui. À tout prix à réduire, c'est très bien, mais réduire chez qui? Et le problème est là. Conscients de la gravité de la crise que traverse leur filière, les producteurs ne s'opposent pas à des suppressions d'unités de production, mais ils refusent qu'elles se fassent de manière obligatoire. Si elle doit se faire, il faudra qu'elle se fasse volontairement, soit par des processus d'arrêt d'activité par des agriculteurs qui arrivent en retraite, éventuellement, ou par d'autres processus, mais aujourd'hui, on ne peut pas obliger les gens d'arrêter la production. Pour l'instant, le rapport Perrin n'est qu'une somme de suggestions. Elle devrait servir de base de réflexion lors d'une prochaine rencontre prévue entre professionnels. En Corse, alors que les incendies d'origine criminelle continuent de se déclarer, les pompiers se disent à bout de patience. L'incendie qui a ravagé près de 300 hectares près de Calvi est, semble-t-il, ce soir maîtrisé. Dominique Barouche. Ce paysage lunaire, c'est 300 hectares d'oliviers et de maquis corse volatilisés en fumée, malgré 15 heures de lutte acharnée contre le brasier. Avec 2000 hectares brûlés, la Balagne totalise le tiers de la superficie incendiée en Haute-Corse depuis le début de l'été. Nous assistons à une recrudescence des départs de feu, des mises à feu, et c'est vrai que ça fait 15 jours que nous courons après le feu. 4 pompiers ont dû être brièvement hospitalisés pour brûlure et intoxication par la fumée. Mais les hommes du feu ne se résignent pas à attendre sans rien faire le prochain départ d'incendie.
Ils lancent à la population un appel au civisme. Même cri de colère du côté des habitants qui, toute la nuit dernière, viennent de revivre l'angoisse des flammes menaçant les maisons de leur village. Il faut savoir que le feu est parti d'un endroit où un bénévole est mort en 1994. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus? Un jeune est mort et on remet le feu au même endroit. Moi je comprends pas. Je comprends pas. Je vous dis les mots manquent et pour moi je parle d'assassins. Pour moi ce sont des assassins. La semaine dernière, un berger a été mis en examen pour incendie volontaire à Furiani, au sud de Bastia. Certains éleveurs figurent en effet parmi les coupables présumés, soupçonnés d'allumer des feux pour favoriser la repousse des pâturages, au risque de transformer des régions entières de la Corse en désert. Au Daghestan, 8 soldats russes ont été tués aujourd'hui, 20 autres ont été blessés. C'est la première fois que les Russes annoncent des pertes aussi importantes dans l'offensive contre les rebelles islamistes. Au 12e jour de combat, l'offensive russe rencontre sur place une forte résistance, plus importante que prévu, semble-t-il. Marlène Autet ne participera pas au championnat du monde d'athlétisme qui démarre samedi à Séville. À 39 ans, cette Jamaïcaine, qui est une grande figure mondiale de l'athlétisme avec 14 médailles gagnées au championnat du monde, 7 médailles aux Jeux Olympiques, eh bien, elle vient d'être contrôlée positive à la nandrolone. Nathanaël Dorinxin. Marlène Autet se souviendra sans doute encore longtemps de ce 100 mètres couru à Lucerne le 5 juillet dernier. Un meeting comme elle en dispute plusieurs chaque année, avec une nouvelle victoire à l'arrivée. À l'issue de la course, la championne jamaïcaine subit un contrôle antidopage dont le résultat a été communiqué aujourd'hui. Marlène Autet se serait dopée à la nandrolone. C'est un choc pour tout le monde. Cela fait 19 ans que je la connais et je n'ai jamais entendu dire qu'elle prenait quelque substance que ce soit. La nandrolone, c'est ce stéroïde également utilisé par Linford Christie, contrôlé positif il y a 3 semaines. Ironie du sort, les 2 athlètes réunis ici par leurs sponsors étaient partenaires d'entraînement. Moi je me réjouis de savoir que des grosses pointures tombent. Ça veut dire qu'il y a un progrès dans le contrôle antidopage. Ça veut dire que même les analyses d'urine deviennent de plus en plus performantes. Autet est d'ores et déjà forfait pour Séville. À 39 ans, elle faisait pourtant partie des favorites pour le titre mondial sur 200 mètres. Dans son pays, la Jamaïcaine est adulée en 22 ans de carrière. Elle a remporté 34 médailles, dont 2 titres mondiaux sur 200 mètres. En 96 à Atlanta, la reine Merlène, comme on la surnomme, s'était classée 2e, juste derrière Pérec. Autet comptait prendre sa retraite l'an prochain après les Jeux de Sydney et son 40e anniversaire. Et puis le cycliste italien Marco Pantani renonce au Tour d'Espagne qui aura lieu en septembre. Marco Pantani, blessé au genou au début du mois, avait été mis en arrêt de travail après un contrôle trop élevé de son taux d'hématocrite. Au Touquet, une démonstration de rugby dans des conditions un peu particulières. Pour initier les jeunes et populariser ce sport à 2 mois de la Coupe du Monde, la Fédération française de rugby a organisé un tour de France des plages, un drôle de terrain pour un ballon ovale. Impression Fabrice Hauss avec les images de Nathalie Gallet. Du sable, de l'eau, de mémoire de ballon ovale, je n'ai jamais vu ça. Où est la pelouse verte? Où sont les grands costauds qui d'habitude se battent pour moi? Et lui, qu'est-ce qu'il me veut? D'accord, je veux bien jouer avec vous, mais je vous préviens les petits gars, avec moi on s'entraîne à la dure. Et les 2 grands costauds, que font-ils ici? Si ça peut faire venir du monde et découvrir le rugby à des tout petits, ben ça va faire venir des jeunes dans les clubs. C'est une bonne chose qui devrait durer après la Coupe du Monde. Tu vas frapper de façon... Allez, apprenez-leur à passer une pénalité. Avec la valve devant. Ok. Alors tu vas frapper de façon à le prendre avec le coup de pied, non pas avec la pointe du pied. Tu ne fais pas ça. Ouais, c'est long, hein. Donc tu t'es fait mal, vas-y. Non, j'ai pas eu mal, j'ai rigolé. C'est bon. Ouais, oh, la primace. Mais avant de m'expédier entre les poteaux, il vous faudra courir et vous endurcir. 3, 2, 1, go. Allez, vas-y. Encercle-le, hein. Voilà, encercle-le. Allez, tu percutes. Tu fais tomber. Hop. Tu pousses là. Prends la balle. Et là, tu vas tout droit, tout droit. Oups là. Et va aplatir, va aplatir. Va vite aplatir, allez.
Tu vas reconnaître, tu plonges, tu vas reconnaître. T'as envie d'en faire du rugby? Non. Bon, d'accord, tout le monde n'a pas été séduit, mais j'ai quand même bien aimé, moi, mon premier jour de plage. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. En Turquie, le bilan s'alourdit. Il y aurait ce soir près de 4000 morts et 17 000 blessés. Le séisme a atteint 7,5 degrés sur l'échelle de Richter. Dans les décombres, les sauveteurs improvisés déblaient parfois à main nue et la population va sans doute en grande partie passer une deuxième nuit dans les rues. Après le désespoir, c'est la colère qui domine. Dans un instant, la météo vous sera présentée par Isabelle Martinet à 20h55 Vega. Un film avec Claude Brasseur et Brigitte Rouen. Aux alentours de minuit, le dernier journal présenté par Florence Duprat. Demain, dans les 4 vérités, Françoise David recevra Kaya Türkmen, premier conseiller politique à l'ambassade de Turquie en France. 13h, Laurence Stolazza et Antoine Cormery. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Très bonne soirée à tous. Bonsoir.